Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Angola. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Simao Bokolo. Vous êtes le président de la Confédération des associations angolaises de France. Merci de m'avoir rejoint. Merci. Et David Mayassi du MPLA, le parti au pouvoir, et Madame Florence Samakouva de l'UNITA sont restés avec moi. Merci à vous également. Il a été élu le 24 août 2017 avec 64,57% des suffrages. C'est dire que l'homme jouit d'une grande légitimité. Il dit vouloir incarner le miracle économique angolais et ne veut pas du tout lésiner sur les moyens pour combattre la corruption dans son pays, l'Angola. Mais qui est Joao Lourenço, l'actuel président de l'Angola? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Ibrahima Dioumaba. En Angola, le président Joao Lourenço prend ses marques à la tête de l'État. Quelques semaines après son investiture, il a commencé à imprimer son autorité. Décrit comme liquidateur implacable par ses concitoyens sur les réseaux sociaux, ce général à la retraite est un guerriero de la guerre d'indépendance. Joao Lourenço s'est fixé comme objectif principal le redressement socio-économique de son pays, gangréné par la crise économique et la corruption. Politiquement, au sein du parti du MPLA, c'est le numéro 2, mais quelqu'un qui a une petite nuance avec son mentor. Il faut mettre fin à la mainmise de la famille de l'ancien président Eduardo Santos sur les affaires du pays, et sur le plan politique et sur le plan économique. Joao Lourenço n'a pas cet engagement-là. Même si derrière lui se trouvent certains caciques proches de Eduardo Santos, il doit faire fi de tout cela pour régler cette affaire. Donc c'est un réformateur. Quelqu'un qui doit passer le témoin à la jeune génération, lui étant de la vieille, mais il faut que cette passation de témoin se fasse en douceur. Et la douceur sera qu'il doit mettre en place des réformes qui doivent commencer par l'assainissement des fonds publics, par la lutte contre la corruption et aussi donner plus de chance à la jeune génération. Longtemps décrit comme un fidèle compagnon de l'ancien président Eduardo dos Santos, Joao Lourenço a été porté devant la scène politique au mois d'août 2017. Parmi les décisions phares qu'il a prises après son investiture, il y a le limogeage des chefs de la police et du renseignement, sans oublier la destitution de la fille de l'ancien président Isabel dos Santos de la société d'exploitation et de production de pétrole et de gaz naturel Sonangol. Les directions des médias publics ont également été remaniées. C'était quand même un homme du système, il était un homme du ferraille, donc il a pu couvrir un certain nombre de choses. Maintenant, il faut prendre acte de sa volonté d'innover, de sa volonté de changer les choses, notamment la première décision qui avait été prise avec le limogeage de la responsable de la structure chargée du pétrole, en espérant que ça ne participe pas d'un plan de chasse aux sorcières et qu'il y ait eu vraiment des arguments de mauvaise gestion. Mais déjà, il faut noter ce courage, cette audace qu'il a eu de prendre cette décision. À 63 ans, Joao Lourenço veut imprimer une nouvelle dynamique sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre la corruption et la relance de l'économie en Angola. Les défis du nouveau président angolais sont nombreux, lui qui a promis de promouvoir la stabilité, le bien-être et le progrès social de tous les Angolais. Monsieur Bokolo, courageux et réformateur, ce sont là quelques attributs dont est affublé l'actuel président de l'Angola. Des attributs que vous partagez? Avant toute chose, je vais d'abord remercier tous les Angolais qui ont fait les efforts pour aboutir à ces résultats, malgré les malentendus entre les partis. Ils ont trouvé quand même des compromis pour avoir quand même une assemblée, pour essayer de faire en sorte que notre pays avance. Bon, courageux, je pense qu'il a essayé d'annoncer ça par rapport à ses slogans et par rapport à tout ce qui a été spéculé avant son arrivée aux affaires. Et quand déjà il avait déclaré qu'il n'y aura pas deux présidents de la République, il n'y aura qu'un. Donc je pense que c'est ce qu'il est en train de se mettre en place. Donc il lui laisse le temps de faire. Alors, dans mon émission, j'ai l'habitude de décrypter les causes des problèmes pour ensuite proposer des solutions. Si je vous demande quel est le problème principal de l'Angola, de votre pays, l'Angola, vous me diriez quoi, Monsieur Bokolo?
Non, le problème de notre pays, l'Angola, c'était quoi? C'était confondre le denier public au denier privé, je pense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, qui est en train de faire? Expliquez-nous. C'est ce que le président est en train de faire, de mettre en place un système pour que l'ouverture soit pour tout le monde. Voilà. Vous pensez que son prédécesseur confondait les deniers publics, enfin les caisses de l'État à ses poches? Je ne dirais pas ça dans ce sens-là, oui. Mais je dirais ça comment... vous savez, quand il y a l'usure de pouvoir, oui. Par moment, ça freine un peu le mouvement. Et puis la créativité de certaines personnes au point que vous êtes entouré des applaudisseurs. Vous comprenez? Et puis ça casse beaucoup de choses aussi. Vous partagez cette lecture des 37 ans de pouvoir, quand même, rappelons-le, des 37 ans de pouvoir du membre de votre parti, José Eduardo dos Santos. C'est une accusation quand même assez importante. Dire que l'ancien président a confondu pendant son règne les deniers publics et ses deniers privés, c'est quand même quelque chose qui doit vous interpeller et pas vous faire sourire. Je suis non seulement étonné, premièrement, et deuxièmement, je pense qu'il y a une lecture qui est erronée. Personne n'a confondu les deniers publics et les deniers de l'État. Il n'y a pas de mélange de genres. Pas du tout. C'est pas pendant 37 ans... Y avait-il un véritable organe de contrôle? Y avait-il une cour des comptes neutre qui effectivement... Il y en a. Il y en a, dites-vous. Heureusement. Il y en a. Je dois vous poser, madame, puisque vous avez cité quelques problèmes ici dont souffre votre pays, et c'est quoi le problème principal, mis à part la question, enfin le procès qu'on fait à l'ancien président, quel est le problème principal auquel doit s'attaquer l'actuel président angolais, à votre avis? À mon avis, l'actuel président doit s'attaquer déjà au problème de la corruption. Il a promis, il mettra tous les moyens pour lutter contre la corruption. Exactement. Il a besoin d'inclure toutes les parties, toutes les sensibilités du pays pour résoudre ces problèmes qui existent. Il faut qu'il ait une ouverture parce que la différence, il faut qu'elle existe, mais c'est dans la différence que les choses doivent se faire. Dans la société civile en Angola et dans tous les Angolais, il y a beaucoup de têtes et beaucoup de personnes qui pouvaient collaborer, participer à ce changement et à ce développement que l'Angola attend. Mais madame, vous avez quelques cas de corruption qui ont été effectivement mis à jour, puisque ça semble faire l'unanimité ici. Non, je veux dire entre vous opposants qui avaient. Mais si le nouveau président dit qu'il veut combattre la corruption, on ne combat pas ce qui n'existe pas. Mais la corruption existe dans toutes les sociétés. Non, mais ça ne répond pas à la question spécifique de l'Angola. Donc, si corruption il y a un corrupteur. Il faut bien le combattre, oui. Ces gens-là. Madame, alors, donc, pour revenir donc, aux priorités, donc, aux problèmes prioritaires auxquels doit s'attaquer le président, on a la corruption. Quel autre problème doit-il résoudre prioritairement selon vous? Il y a les problèmes sociaux. Le peuple est dans la misère. Et nous savons que le pays, c'est un pays extrêmement riche. Effectivement, vous avez raison. 90 milliards de dollars de PIB. À titre comparatif, le Maroc a 100 milliards. C'est dit que l'Angola n'est pas très loin du Maroc en termes de PIB. C'est le deuxième producteur du pétrole en Afrique. Et pourtant, en termes de développement, selon l'indice humain, c'est 150 sur 180. Comment expliquer ce paradoxe, justement? Et c'est incroyable la façon dont les choses se font en Angola. Parce que vous avez cité le cas du pétrole, que je suis tout à fait d'accord. Mais au-delà du pétrole, nous avons la terre qui est très fertile. C'est vrai. L'agriculture, il fallait qu'on la fasse parce que c'est de l'agriculture d'où on peut avoir des ressources aussi.
Vous avez raison, madame. L'agriculture représente, je dois le préciser, et avec étonnement, 10% seulement du PIB, alors qu'on a un pays qui fait plus d'1 200 000 km² avec des terres arables fertiles. Donc, le président il va nous répondre sur quelques points d'abord, avant qu'on avance sur les paradoxes de l'Angola. Je suis tout à fait d'accord. C'est un paradoxe, comme vous le dites. OK. Mais avant de faire l'agriculture, il faut déminer tout un territoire. Pour déminer tout un territoire, ça coûte de l'argent. On ne va pas faire de l'agriculture comme ça, là, va vite. Il y a des zones qui n'ont pas été minées, jamais, qui ne sont pas cultivées. Avec le Cambodge, le deuxième pays le plus miné au monde. On ne va pas miner ça. Bon, c'est vrai que passer 38 ans à déminer, c'est quand même... Pour faire l'agriculture, déjà, il faut commencer par déminer. Oui. On ne va pas faire l'agriculture sans déminer. Mais comme je disais, ce n'est pas l'Angola tout entière qui est minée. Il faut bien accepter que cette question d'agriculture n'a pas été structurée ou bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, même à Luanda, nous savons qu'il y a des gens qui passent toute la journée avec un seul repas. Mais pourquoi il y a cet exode rural? Posez-vous la bonne question d'abord. Avant de nous dire ça, posez-vous la bonne question. Pourquoi cet exode rural? Pourquoi cet exode rural, c'est à cause de... Mais ce que dit madame, est la réponse. Quand vous ne faites pas la promotion de l'agriculture, les gens vont quitter. Mais pour faire la promotion de l'agriculture, je reviens au même problème. On peut pas. Il faut commencer par déminer. On ne peut pas se baser au problème des mines aujourd'hui comme étant problème de la non-agriculture en Angola. Nous irons point par point sur les problèmes prioritaires que doit régler l'actuel président Joao Lourenço angolais. Mais dites-nous, madame, a cité effectivement la corruption, mais... Monsieur Mayassi nous a dit que c'est commun aux autres pays, mais l'agriculture, c'est un problème véritable. Qu'est-ce qui explique, à vos yeux, Monsieur Bokolo, que le président n'ait pas diversifié l'économie de votre pays? Les hydrocarbures représentent 98% des exportations de l'Angola. Je pense que concernant l'agriculture, on aurait pu prendre... en avance, mettre en place le système d'agriculture, mais il faut tenir compte aussi des infrastructures déjà, parce qu'il ne suffit pas de faire l'agriculture pour faire. Il faut faire ressortir les récoltes dans des grandes villes. Tout ça, je pense qu'il a été fait. Bon, le problème des mines, chacun prendra la position qu'il voudra. Mais bon, comme Mme Samakova vient de le dire, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais... c'est une excuse que vous comprenez, qui trouve pertinence à vos yeux. Parce que s'il n'y a pas de mines partout, est-ce qu'ils ont le plan où ça a été miné, ou là où il n'a pas été miné? C'est toutes ces choses-là que nous devons comprendre. Donc si moi, mon fils ou un de ma famille meurt dans les mines, c'est l'unique mine qui va me faire plus du mal. C'est pour ça que je pense que l'État devra quand même prendre des précautions à ce côté-là. Des pans entiers de votre territoire sont minés. Mais il y a des plans. Comment? Il y a des plans. Des plans. Heureusement. D'accord. Voilà. Heureusement que nous avons des plans pour déminer. Sinon, comment ferions-nous à l'heure actuelle? Et vous avez déminé quelle superficie en 38 ans de règne? En 38 ans de règne? Oui. Non. En temps de paix. Non, excusez-moi. Je préfère corriger. En temps de paix. C'est après la paix qu'on a commencé à déminer, pas dans la guerre. C'est pas possible. D'accord. Bon, on va dire à partir de 2002. Depuis 15 ans. Donc, la priorité des priorités. Avant l'exode rural, il faut d'abord les infrastructures, comme vient de dire M. Bokolo. Non, revenons sur la question. Vous avez déminé quelle superficie depuis 15 ans, s'il vous plaît? Quelle superficie? Quasiment la totalité du pays. Quasiment. Ah, l'Angola est désormais totalement déminée. Il y a des zones qui restent encore à déminer. Quasiment, mais il y a des zones. Vous ne savez pas croire, donc, le bilan qu'il évoque et qu'il met à l'actif de l'ancien président. Je ne suis pas d'accord que ça soit quasiment tous les pays qui est encore miné. Non. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de superficie qui ne pouvait pas être utilisée pour l'agriculture aujourd'hui.
Alors, M. Bokolo, pour revenir donc au président João Lourenço, on l'a vu dans l'élément qui est passé, certains disent qu'au fond, c'est la guerre d'un clan contre un autre clan. Et qu'au fond, il procède au remplacement tout simplement des hommes du clan de l'ancien président pour mettre ses propres hommes. C'est un argument qui trouve pertinence à vos yeux? Moi, je ne le prends pas comme ça, parce que la politique s'est faite autour des personnes. Alors, quand il y a un changement, il faut un mouvement. Un mouvement, c'est fait avec les hommes de confiance, qui ne seront pas là simples pour ne pas accomplir. Il y en a d'autres qui seront peut-être des nostalgiques, pour chercher l'échec du chef qui est en place. Ça, c'est la logique. S'il y a un petit changement, c'est ce qui est normal. Mais le changement d'un pays ne doit pas être seulement des gouvernants. Je pense, nous, comme société civile, nous avons aussi à apporter notre part pour le développement de ces pays, sans trouver des conflits d'intérêts par rapport aux futurs ambitieux politiques. Monsieur Mayassi, dites-nous, Madame Samakouva a évoqué un point qui est quand même très important. Pourquoi cette fermeture du MPLA, du parti au pouvoir, aux autres formations politiques comme l'UNITA, par exemple, Madame dit qu'il n'y a pas d'ouverture politique vis-à-vis des autres formations, notamment celles de l'opposition. Qu'est-ce qui explique cette fermeture du MPLA? Je suis étonné d'abord d'entendre ça de vous et de Madame. Je vous rappelle, il n'y a pas longtemps, M. Samakouva a été reçu par le président João Lourenço. Vous pensez être reçu? Attendez. Ils ont discuté. Au départ, l'opposition ne voulait même pas aller à l'Assemblée nationale, mais ils sont. Au départ, ils ne voulaient pas y aller à l'Assemblée. Au départ, quand? Au départ, après l'élection. On n'y va pas parce que aujourd'hui, ils y sont. Quand le président dit « je vais gouverner avec tout le monde », il vous tend la main. C'est à vous aussi de faire le pas. Ce n'est pas toujours au MPLA d'aller vous chercher. Combien de fois le président dos Santos, avant de partir, l'Union nationale, le Gourne, vous y étiez? Avant de partir, dites-vous. Mais attendez, on a fait le gouvernement de l'Union nationale. Ils y étaient. C'est pas vrai, madame? L'unité n'a pas participé au gouvernement. Et pourquoi le gouvernement a été stoppé? Pourquoi? Mais c'est normal. Dans une démocratie, d'un pays qui marche, une fois qu'on a gagné les élections, on ne va pas continuer à faire l'unité nationale. On doit gouverner. Attendez, on doit gouverner. Vous pensez que l'unité nationale ne doit pas être... Mais l'unité nationale avec les partis d'opposition, quand on va devant les électeurs, on ne va pas avec l'étiquette du parti unique, on va avec notre étiquette à nous. On gagne les élections. Est-ce qu'il a dit, M. Bokolo, est-ce que l'Angola n'a pas besoin des compétences de tous les Angolais? Attendez, il y a nuance entre les compétences... Vous dites on ne va pas faire l'unité nationale tout le temps. Attendez, mais oui. Entre les compétences de tous les Angolais et tous les partis politiques, il y a une différence. On parle de l'intelligence de tous les Angolais, de tous ces enfants. Cela, nous en avons besoin. Les partis politiques qui sont écartelés du jeu politique angolais, ils ne comportent pas des intelligences à exploiter. Les partis politiques sont là pour apporter leur expertise en disant, là peut-être nous pourrions faire mieux. Vous êtes à côté de la plaque. Mais ce n'est pas toujours au rôle d'aller chercher le parti d'opposition pour venir travailler avec nous. À quoi ça sert finalement? Quand on va aux élections présidentielles, on est quand votre compatriote, M. Bokolo, souhaite effectivement que la société civile à laquelle il appartient soit associée à la gestion de la chose publique, vous pensez qu'en 2017, un parti doit être et continuer à rester le parti État? Tout à fait. Parti civil. Vous avez bien dit dans vos propos. Parti civil. Société civile. Lui, il fait partie de la société civile, oui. Est-ce qu'on n'en a pas besoin? La France, à l'heure actuelle, regorge des intellectuels. La diaspora, nous aussi, on en a besoin de cette diaspora-là. Est-ce qu'on peut espérer de la part de l'actuel président, effectivement, cette ouverture qu'il souhaite, que le MPLA s'ouvre aux autres formations politiques, notamment pour la gestion du pouvoir? Mais pour la gestion du pouvoir, oui. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué la gestion. À l'évidence, les défis à relever sont encore immenses. Je propose qu'on marque une courte pause, qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.